Donc, alors, j'ai en face de moi une sorte de pont culturel, c'est-à-dire quelqu'un qui a un héritage, si vous voulez, à partager et avec plusieurs groupes de gens, les jeunes, les enfants, les plus vieux et même les vieillards. Et puis, d'une façon ou d'une autre, elle arrive quand même à un très, très grand succès. Alors là, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer Madame Jenan Saint-Just, qui va nous parler, si vous voulez, de ses actions, des disciplines-là qu'elle enseigne et qu'elle pratique. Donc, alors là, pour moi, je dois le dire, merci Madame, cela me comble déjà de beaucoup de joie. Alors, bonjour Jenan Saint-Just, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est ça, merci. Mais si on parle de Jenan, on va dire, bon, elle est originaire d'Haïti, directrice artistique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, enfin, qu'on va pouvoir dire, mais dites-nous comment vous nous faites partager un plaisir, disons, trilingue. Il y a plusieurs pays, il y a Haïti, il y a les États-Unis, il y a l'enseignement, etc., etc. Il y a tant de choses et vous couvrez tant de choses. Mais alors, on va vous poser des questions spécifiques. Euh, Pourquoi ce plaisir est trilingue? Alors, depuis toute petite, j'ai été vraiment fascinée par les langues. Et déjà, D'accord. j'inventais que je parlais l'espagnol, même quand je ne, je ne le parlais pas. Donc, j'ajoutais O ou A à la fin de chaque mot pour prétendre que je parlais l'espagnol. Donc, j'avais cette intrigue parce que les langues, pour moi, c'est un moyen de communication extraordinaire. On apprend tellement de choses sur l'autre en maîtrisant les langues. Et pas seulement les langues pour dialoguer, mais l'expression corporelle. Donc moi, j'ai commencé avec la danse parce que ma mère, elle est danseuse et chorégraphe. Donc depuis toute petite, j'ai appris la danse. Et ce qui me fascinait avec la danse, c'est le contour, le mouvement, la façon que les gens bougent. Même les gens qui ne sont pas danseurs, ils cachent une identité secrète que pour les yeux d'un chorégraphe, ça se révèle très bien. Donc là, Ouais. j'ai commencé à me fasciner avec le langage corporel et de là découle le français, l'espagnol, l'anglais et tout ça. Et j'espère très bientôt pouvoir apprendre d'autres langues. Mais c'est comme ça. Quand j'écrivais mes livres, je voulais aussi passer cet amour à mes lecteurs. Je voulais qu'ils sachent que toutes les langues sont importantes. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre parce que les langues sont un moyen de communication, les langues sont un moyen de se sentir et d'exprimer son identité. Donc, en lisant, je sais que j'ai eu beaucoup de critiques, pourquoi tu n'as pas fait plusieurs livres, chaque livre avec une langue, mais je voulais pas parce que le créole, est un peu, ça disparaît dans les matériels publics. Je vois que le créole n'a pas autant de, de mérite. Donc, je voulais que dans une classe où les élèves lisent mes livres, ils trouvent que le créole, aux côtés du français, ou de l'anglais, ou de l'espagnol, avec cette chaleur, cette beauté, cette identité spéciale. Donc, voilà.
qui est faite au créole, d'accord, ça c'est bien. Mais quand même, l'héritage là que vous passez à d'autres générations, il y a toujours une esthétique là, la danse, le corps, les formes, la chorégraphie, c'est à peu près la même chose que la langue, l'histoire, la culture, en fait, tout ce que vous faites, il y a quand même la présence d'une sorte d'esthétique que vous gardez. Et bien sûr, ça fait partie de votre héritage. Votre mère a été danseuse, elle a probablement chanté, elle a dansé, elle a écrit peut-être des choses. Et comme vous, c'est-à-dire, c'est un héritage familial que vous partagez. Bien sûr, vous avez reçu ça d'une façon personnelle, mais tout ce que vous faites, vous partagez, vous nous donnez à la collectivité beaucoup. Et voilà pourquoi je vous remercie d'ailleurs, parce que je pense que c'est un grand travail. Dis-moi, est-ce que vous êtes fasciné par l'histoire d'Haïti? Oui, très, très, très fascinée. Et je sais, et même passionnée, si je veux dire, parce que toute petite, moi, j'ai commencé à s'intéresser de l'enfant Jésus. Donc, j'ai fait le baccalauréat français. Et là, j'ai pas eu la chance d'apprendre à écrire le créole ou bien à connaître un peu plus sur l'histoire d'Haïti, parce qu'on faisait la France, la Russie, la Chine et tout ça. J'ai fait les sections lettres, donc j'étais un peu plus poussée vers la littérature française. Mais heureusement, j'avais ma mère. Oh là là, elle m'a tout donné. Ah, non, je suis tellement fière parce que sans ma mère, j'aurais pas eu la chance d'apprendre un peu plus sur l'histoire d'Haïti. Et j'ai appris sur l'histoire d'Haïti par rapport à ma rencontre avec le vaudou. Donc, ma mère, elle est prêtresse de vaudou. Alors, elle m'emmenait avec elle dans les cérémonies vaudouesques. Et là, je faisais mon éducation sur l'histoire d'Haïti à travers le chant, le tambour, les danses et aussi à travers ces prêtres et prêtresses de vaudou. Aussi, ma mère, c'est une artiste autodidacte qui est une femme de scène, qui a joué dans des films. Elle était la reine Chanterelle dans Anita, elle était dans Casser les os, donc elle a eu un trajet assez important. Et moi, comme on dit, je suis un enfant qui regarde tout, qui observe. Et là, j'étais avec elle sans cesse. Petit monde qui en bas bouche grand monde. Et là, j'apprenais dans les séances de répétition avec Lobo Djabavadra, avec tous ces artistes qui parlaient, qui avaient des discussions assez extraordinaires. Pour moi, comme enfant, j'étais épatée parce que j'apprenais ce que je lisais dans les livres d'histoire écrits par le colon ne faisait pas de sens avec les conversations que j'écoutais en tant qu'enfant. Donc, c'est là que j'ai commencé à être très, très, très intéressée par l'histoire d'Haïti et aussi à faire des recherches personnelles. Et j'ai eu l'opportunité de vivre pendant 5 ans à Cuba. Et dans ma chambre, j'avais la nièce du roi du Bénin, le roi du Vaudou, et qui m'a beaucoup appris aussi. J'ai fait des rencontres avec des Taïnos, des Bien descendants de sûr, bien Taïnos. sûr. Donc, je ne connais pas tout sur l'histoire d'Haïti comme j'aurais Bien, aimé, bien mais sûr, bien sûr, je suis intéressée à apprendre et là, encore ce bien sûr. livre pour pousser les autres à apprendre. Et puis, vous allez faire la même chose pour votre progéniture, c'est-à-dire ce que votre mère a fait, voilà, vous allez faire la même chose. Mais dites-moi, parlez-nous un petit peu de la séduction du vaudou. Jenan, parlez-nous de la séduction. Du vaudou, oui. C'est, comment dire, c'est la séduction du vaudou, c'est quelque chose, c'est un appel. J'ai eu cet appel depuis que j'étais toute petite. Je ne savais pas ce que c'était.
beaucoup d'enfants ont eu peur. Quand il y avait des cérémonies, ils allaient se cacher. Mais moi, je rentrais, je posais des questions, je mangeais avec tout le monde. J'étais là. Je sentais que j'avais une force près de moi. J'avais pas peur et je n'ai jamais eu peur. Et pour moi, c'est un feeling, c'est une manière de vivre. C'est pas une religion, mais c'est cette identité cachée que j'arrivais pas à comprendre, que je cherchais comment mettre des mots sur ce sentiment. Donc, c'est un sentiment fort que j'essaie d'extérioriser à travers la danse, à travers l'écriture ou à travers la manière dont je m'habille, je me présente. Parce que pour représenter cette séduction en un seul mot, je ne pourrais pas. Mais je pense que cette multitude de facettes de comment je me présente explique mon attachement et ma séduction vers le vaudou. L'appartenance à quelque chose, si vous voulez, de ce genre, c'est peut-être une quête de soi, mais quand même, on en finit par voir qu'il y a des affinitions, qu'il y a des choses qui nous intéressent et qu'il y a une sorte de phénomène, si vous voulez, d'appartenance quand même si c'est pas très très bien expliqué, c'est-à-dire lorsqu'on est enfant, on va à tâtons, si vous voulez. C'est une expérience qu'on fait, mais c'est bien parce qu'il y a quand même un phénomène d'appartenance. On voit, on se rend compte qu'on appartient à quelque chose, à une culture, à une pratique, que cela soit mystique, spirituel ou simplement d'ordre social, mais on appartient quelque part au monde. Et puis, j'ai l'impression que ça combat notre solitude. Ça nous fait, on bénéficie, si vous voulez, on reçoit quelque chose. On voit qu'on n'est pas seul, qu'on participe à tout un monde, même si on ne peut pas décrire très bien, si vous voulez, ce monde. Djenan, parlez-nous un peu de ce processus. Je vois que vous avez étudié dans plusieurs pays, Cuba, d'autres pays, les États-Unis, Haïti. Donc, alors, il y a un univers, si vous voulez, vous faites partie d'un univers multiple. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré, si vous voulez, dans l'enseignement? L'enseignement. J'aime apprendre, donc c'est ce qui m'a intéressée à enseigner. Parce que l'enseignement me donne cette possibilité de faire des recherches, parce que j'aime expliquer, pour expliquer, il faut d'abord savoir, il faut faire des recherches, il faut poser encore des tas de questions. Et là, comme étant petite, je posais plein de questions tout le temps. Les gens parfois étaient énervés parce que je voulais savoir, je voulais observer, je voulais essayer. Donc, j'ai eu cette opportunité en Haïti d'avoir une bourse. Donc, j'ai commencé, j'ai eu ma mère m'a toujours poussée vers les études. Et moi, j'ai toujours aimé, j'ai fréquenté beaucoup d'écoles en Haïti. Et là aussi, même pendant les vacances d'été, j'apprenais quelque chose. La dactylographie, l'interprétariat. Il y avait toujours de l'espace pour moi pour apprendre, pour découvrir. C'était pour moi de la magie intellectuelle. J'apprends, je suis imbue de quelque chose. Et là, une autre porte s'ouvre et je veux apprendre plus. Ensuite, je vais à Cuba. Et là, le système éducatif cubain est très différent du système éducatif haïtien. Et là aussi, c'était beaucoup de pratiques. On apprenait, on posait les questions, on travaillait en groupe et on avait l'opportunité de s'exprimer et d'avoir des vues différentes. Donc, je pouvais ne pas être d'accord, mais on pouvait toujours travailler sur un projet ensemble avec une orientation différente. Et ici, au Minnesota, j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise en éducation à l'université de Saint-Thomas. Donc là encore, j'ai découvert une autre façon de faire les choses et ça a enrichi mon appétit pour apprendre et pour enseigner. Donc, l'éducation a toujours été
une partie, une extension de moi. Et ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment je peux apprendre ça? Comment que je peux aider à mes élèves à découvrir ce monde, cet univers merveilleux qui est l'apprentissage et aussi eux-mêmes pour transmettre ce savoir. Relève un optimisme, un dynamisme qui est presque partout. D'ailleurs, il y a l'art d'abord, il y a la danse, il y a la musique, il y a les arts, il y a la chorégraphie, il y a, disons, acteurs ou actrices, chanteurs, chanteuses, et vous faites tout à un niveau spécialisé, professionnel, et puis vous appartenez toujours à, vous fouillez davantage cette culture, le folklore, l'histoire, la mémoire, tout ça. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a emmené au bonheur de l'écriture? Toute petite, j'ai toujours rêvé d'être une écrivaine. J'avais peur et j'ai toujours peur, mais pour moi, comme j'ai été enfant unique pendant 14 ans, mon petit frère Jeff n'est venu que 14 ans après. Donc, j'étais toute seule et ma mère, comme danseuse, elle voyageait tout le temps, même si j'étais là. Mais j'avais toujours besoin de quelqu'un, un frère, une sœur, des amis. Et pour moi, pour avoir des amis, c'était difficile parce que on changeait de maison assez souvent, donc j'étais jamais à la même place tout le temps. Donc, pour avoir des amis de longue date, donc c'était assez difficile. J'en ai beaucoup, c'est vrai, mais pas de très longue date, pas des amis. Donc là, je m'inventais des amis. Tous les soirs, avant de dormir, j'écrivais une petite histoire. Je me racontais une histoire peut-être pendant la journée où j'inventais des choses, le sourire de quelqu'un. Et là, c'était le pomme, le feu pour l'étincelle pour allumer le feu. Donc, je créais dans ma tête, je créais beaucoup, beaucoup d'histoires et cela m'amusait. Je ne les partageais pas, mais je les avais là. Et comme ça, j'ai grandi avec cette passion pour l'écriture. Mais quand j'étais, je crois, au CM2, j'ai été un peu humiliée par une prof. Et la raison pour laquelle je faisais beaucoup de fautes orthographiques dans mes dictées. Et là, c'est maintenant que j'ai appris, j'ai cette maladie qu'on appelle la dyslexia, dyslexique. Donc, je vois les mots différemment. Mais mon prof, elle aimait ce que j'écrivais. Mais elle disait, mais regarde, tu veux écrire des livres et tu peux même pas épeler les mots. Donc, elle m'a humiliée. Toutes mes amies se riaient de ça. Mais j'avais une histoire. Elle m'a dit, l'histoire est très bien écrite, mais tu as trop d'erreurs. Et ça m'a poussée à rentrer dans ma coquille. Donc, j'ai caché cette passion, cette envie d'écriture, même si c'était là. Donc, je passais plus de temps à lire. Donc, je lisais beaucoup les autres auteurs de partout. Et j'avais une tante, Tati Dédé, qui aussi m'aidait. Elle était toujours là. On lisait ensemble. Elle avait 65 ans. Et moi, j'étais une petite fille de 12 ans. Mais on avait cette intimité et cet amour de la lecture qui m'a toujours poussée. Elle m'a dit, tu écris, même si tu ne veux pas partager, mais continue à écrire. Et là, pendant l'époque de Covid, donc j'ai eu un petit poussé de courage et j'ai publié mon premier livre, La sirène et la baleine. Et là, je continue et je ne compte pas m'arrêter. Et, ce qui me comble de joie, c'est que cette explosion, si vous voulez, de dynamisme, eh bien, elle s'exerce quand même dans les frontières culturelles haïtiennes. Et c'est bien, c'est-à-dire c'est une façon de poursuivre, de faire la promotion, si vous voulez, de notre mémoire, de notre histoire,
Et comme ça, vous arrivez à être un véritable pont culturel parce que vous laissez un héritage. Celui que vous avez reçu, vous voulez le passer aux autres et aux générations, si vous voulez, futures. Et ça, c'est un devoir citoyen, bien sûr, mais c'est un devoir d'ordre culturel. Et vous êtes vraiment fasciné par votre culture, votre histoire, la mémoire que vous voulez laisser, si vous voulez, aux autres, à ceux qui vont nous suivre. Et je trouve que c'est très bien. Mais parlez-moi un peu de théâtre. Vous faites du théâtre. Vous avez probablement écrit des pièces ou des piécettes. Et lorsque vous choisissez, si vous voulez, un personnage central, est-ce que vous avez l'impression que cette personne-là est un autre, disons, est quelqu'un d'autre, mais qui quand même vous représente, parce que c'est une continuation, si vous voulez, de vous-même. Est-ce que vous avez cette impression et lorsque vous écrivez? Oui, j'ai pas eu une formation en théâtre. J'ai beaucoup observé des artistes, des metteurs en scène. J'ai jamais eu la chance ou bien l'audace d'écrire des pièces de théâtre, pas encore. Mais oui, dans mes écritures ou bien dans la danse, quand je fais contact avec mon caractère, je deviens cette personne. Que ce soit dans l'écriture, la danse, les contes, c'est une extension de moi. Et des fois, je suis hantée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et des fois même des années par un caractère. Comme le caractère de Tissonson m'a beaucoup hantée. Ça m'a pris à peu près 4 ans pour écrire le livre et je ne comptais pas le faire avec cette magnitude. Je voulais un livre plus simple comme La sirène et la baleine. Mais quand j'ai commencé avec la première page, les premières phrases, j'ai été hantée. Des fois, je dormais, je me réveillais au beau milieu de la nuit et je voyais Tissonson devant moi, qui il était, qui était sa mère. Il venait me parler et me disait, c'est moi, Tissonson. Je veux que tu écris mon histoire comme ça. Donc, c'est C'est l'extension de moi. J'ai pas c'est ça. été C'est l'imaginaire qui se renouvelle. C'est comme ça. Et exactement, c'est bien. D'accord, d'accord. D'accord. Mais exactement. dites-moi, on a parlé de la danse, on a parlé de l'écriture, on a parlé du concours de beauté, on a parlé de beaucoup de choses, des contes par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres coins de l'art qui vous attirent? Pourquoi pas, par exemple, la peinture? Ah non? Mais écoutez, Oui, c'est pas une aventure qui est totalement fermée. On ne sait pas ce qui va arriver demain. oui, c'est On vrai. peut prendre un pinceau et on peut vouloir essayer et on ne sait jamais. Parce que quand même, vous inventez des histoires, vous Ouais. inventez des contes, même si vous demeurez dans vos frontières culturelles, si vous voulez, haïtiennes, hein, frontières haïtiano-haïtiennes, si je peux dire, mais Pourquoi pas? vous continuez et c'est bien. Et c'est une extension de votre moi, c'est bien de continuer et c'est pourquoi vous demeurez un pont, vous voulez faire un pont culturel qui relie Haïti et les diasporas, Mhm. Haïti et les États-Unis, Haïti et la France, Haïti et le Canada, Haïti et les Antilles. Au fond, vous voulez partager, vous voulez agrandir cette haïtianité, c'est bien de faire ça et il faut en être fier d'ailleurs. Je le sens chez vous, cette fierté d'ailleurs, et ce qui est déjà très bien. Et le jazz, vous voulez nous dire quelque chose sur le jazz? Le jazz. Que vous dansez, que vous interprétez, puisque vous chantez, vous dansez. Oui, Bon, alors je chante seulement sous la douche. bon, Mais bon, la peinture, oui, je suis pas peintre, mais j'ai ce sens de l'art très intime. C'est une manière de oui, m'exprimer. J'ai fait de la peinture, mais chez ma mère. Alors, d'accord, des fois, je me d'accord. réveillais et j'achetais de la peinture et je peignais toute la maison en bleu, vert,
orange et je faisais des formes. Et chez ma mère, on disait tout le temps, mais qui t'y fait fou ça? Qui connaît une imagination ça? Parce que Bon, voilà, je ne savais voilà. pas, je voyais des images dans ma tête et je devais les accoucher sur quelque chose. Et ma mère, je l'apprécie énormément parce qu'elle me donnait Mhm. toujours la possibilité d'exprimer mon talent artistique de n'importe quelle D'accord, manière. J'avais le champ d'accord, libre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux peindre. d'accord. Elle m'a dit, oui, depuis quand tu peignais? J'ai dit, mais j'ai cette envie. Et là, ouais, j'utilisais la maison, la portière, les fenêtres D'accord, pour d'accord, exprimer. Voilà. d'accord. Donc alors, écoutez, vous êtes très jeune, mais vous continuez, c'est-à-dire votre travail culturel, vous continuez et ça c'est très bien, c'est très 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 bien pour nous. C'est une façon de remplir son devoir, si vous voulez, un devoir qui s'adresse simplement à la collectivité, au pays, à toutes Mhm. les diasporas, si vous voulez. C'est vraiment bien. Mais dites-nous, vous avez effectué beaucoup de voyages à New York? On a besoin de quelqu'un comme vous, d'ailleurs, un peu partout, mais à New York, c'est-à-dire notre communauté haïtienne, on a besoin de rencontrer des gens de ce genre qui nous encouragent à, disons, faire encore une fois la promotion de notre culture, de notre histoire, de notre mémoire, de notre art, de notre culture en général. C'est Mhm. très bien, mais vous venez à New York très souvent? Malheureusement, non, parce que mes activités ici dans les villes jumelles me Vous tiennent. retiennent ailleurs. Oui, mais j'aurais aimé parce que j'ai été, ça fait 2 fois que j'ai été à New York. La première D'accord, fois, d'accord. je suivais un cours de Pierre Dulaine sur les danses Mhm, latines et la deuxième fois récemment au Salon du livre et là, mhm. j'ai rencontré monsieur Léon Romain qui et plein d'autres, Haïtiens Ah potomitans oui, comme je les qui est un fan inconditionnel, je oui. dois le dire. Et voilà cette connexion avec vous que je suis vraiment émerveillée. Regardez, un dimanche après-midi, je suis en train d'être interviewée par monsieur le docteur. Ben, Hein? écoutez, c'est pour moi un plaisir et Vous un pouvez honneur. comprendre. Ça me donne beaucoup d'honneur. Et puis, mes collègues vont m'envier vraiment, parce que j'ai eu quelqu'un de choix et c'est bien. Ben alors, dis-nous, Dienan, dans la littérature, est-ce que ça vous intéresse je vois que vous affectionnez d'une manière particulière les enfants, c'est-à-dire comme vos lecteurs, vos lectrices, vous affectionnez, vous choisissez particulièrement les enfants. C'est-à-dire, je sais que vous écrivez pour les autres groupes d'âge, mais il y a quelque chose qui vous attire vers les enfants d'une manière particulière. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien vu? Oui, oui, exactement. Et Ouais. la raison pour laquelle, c'est que je trouve que dans cette génération, l'innocence Mhm. de l'enfant est perdue. Donc moi, quand j'étais enfant, je m'intéressais à beaucoup, j'avais cette innocence en moi. D'accord. Il y a toujours eu des problèmes politiques, sociopolitiques, culturels en Haïti. Mhm. Mais Mhm. comme enfants, nous étions enfants, nous avons des problèmes que, comme enfants, nous avions des rêves, mais avec Bon, cette d'accord, innocence. d'accord, Donc là, d'accord, je trouve que les enfants sont exposés à beaucoup de trop de choses qui sont pas d'accord. peut-être de leur âge. Et quand je dis ça, c'est on les présente toujours un avenir assez pessimiste. Donc D'accord. le rêve, Mais pour vous, c'est presque le contraire pour vous, c'est presque le voilà, contraire. voilà. Je Vous veux qu'ils affirmez beaucoup d'optimisme, oui, exactement. vous voulez traiter tout le monde avec beaucoup de décence, particulièrement les enfants. Vous Mmh. pensez qu'ils appartiennent à un univers qui peut être modelé par nos connaissances, notre sagesse. Oui, oui, Et ça, c'est bien quand même. oui et C'est bien. pourquoi pas? C'est manifester beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse également, hein. C'est bien. Oui, mon rêve le plus Dites-nous, beau serait de voir un mon rêve le plus beau serait de voir un enfant écrire oui, une autre séquelle de Tisson ou de La Sirène à la ok. baleine, être Bon, inspiré. voilà ce que je tiens en main.
Vous parlez de Hein? Tissanson et voilà ce que j'ai là. Alors là, parlez-moi de Tissanson. Quel a été derrière Tissanson l'objectif central, fédérateur, etc. Dites-nous. Le tambour. Le tambour, ce patrimoine important qu'on délaisse malheureusement. C'est un D'accord, patrimoine culturel. Le tambour, pour moi, est à la base de qui je suis aujourd'hui. bon, Donc, d'accord. si j'avais pas cette inspiration du tambour, peut-être je serais hôtesse de l'air, n'importe quel autre métier, mais peut-être pas danseuse ou bien une personne imprégnée par les manifestations artistiques. Donc, le tambour a été pour moi un moyen de dire aux enfants, écoutez, nous avons ça. Nous avons cet instrument qui est important pour nous comme êtres humains, mais aussi comme haïtiens. Et c'est un héritage entre les ancêtres, un héritage ancestral qui va beaucoup nous apporter. Pourquoi ne pas jeter un regard là-dessus? Et la deuxième chose, c'est Fort Jacques. Alors, Fort Jacques, quand j'ai vu l'état où se trouve actuellement Fort Jacques, c'est vraiment déplorable parce que c'est un bâtiment assez important et depuis le tremblement de terre qui n'a pas été réparé. Donc, je me disais, si je peux faire la connexion avec le tambour et Fort Jacques, peut-être que ça va inciter des questions, ça va inciter à inspirer quelqu'un qui peut faire quelque chose de positif pour Fort Jacques et aussi intéresser tout le monde vers le tambour. Donc voilà Tissanson et puis ça a commencé à l'école et ma mère m'a dit écoute, j'aime comment tu as raconté l'histoire. Peut-être que ça va être ton deuxième livre et là j'étais bon, OK, je vais essayer. Et donc l'idée c'est d'avoir les enfants, les adultes. Alors moi quand je parle d'enfants, je parle des enfants de 0 jusqu'à 1000 ans parce que nous sommes tous des enfants à un certain moment de la vie. Jacques, dites-nous où est-ce que ça se trouve, où est-ce que c'est, et quel est l'état, si vous voulez, de cette structure, et comment est-ce qu'on y, qu'est-ce qu'on ferait pour la rebâtir, je ne sais pas, faire les réparations qui seraient nécessaires. Dites-nous où ça se trouve et qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment faudrait-il, disons, comment penser, si vous voulez, à restructurer certaines structures, si vous voulez, de notre pays qui sont délabrées, etc., qui tombent en ruine. Jenan, vous êtes encore là? Je suis là. Allô? Allô? Jean, je ne sais pas, Jenan ne nous écoute pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors la dernière question, c'était justement qu'est-ce qu'on peut faire pour les ruines historiques qui ont une très grande valeur pour l'histoire, pour la mémoire, pour notre culture.
livre, je pense qu'il serait nécessaire, de s'attaquer à rebâtir le bâtiment, ensuite à reboiser l'environnement autour, pas seulement Fort-Jacques, mais tous les forts, tous les sites historiques que nous avons en Haïti. Et ensuite à éduquer tous les gens qui sont autour de l'importance d'avoir un fort, parce qu'on ne peut pas créer un marché à l'intérieur d'un fort. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pour avoir une éducation pour la maintenance des patrimoines culturels. Et là, moi, l'idée, c'est, j'aurais bien aimé qu'on construise des centres culturels tout près de Fort-Jacques où les gens peuvent venir visiter. Peut-être Tissonson pourrait être à la base, pourquoi pas? Parce que nous, ici aux États-Unis, il y a tellement d'opportunités. Quand les enfants vont à Hollywood, ils vont voir Mickey Mouse, ils vont partout, ben, il y a des histoires. Et là, Tissonson peut être peut-être un pont qui aide à protéger les patrimoines, les bâtiments, à reconstruire, à pousser les gens à retourner vers la médecine traditionnelle, comme le caractère de la grand-mère de Tissonson qui utilise ces herbes et plante des légumes, ou bien peut-être on peut donner des formations à aider les marchands de fritailles, de friture, alors comme la mère de Tissonson qui est tout autour, ou bien le papa qui... Donc, ce n'est pas de détruire, mais d'investir dans ce que les gens ont dans ce quartier, de donner une formation supérieure pour les aider à améliorer leur business et améliorer l'environnement où ils vivent. Donc, voilà, Tissonson, c'est une proposition. Donc, peut-être que cela peut inspirer d'autres personnes à aller encore au-delà de cette proposition. Mais numéro un, je dirais, c'est rebâtir Fort-Jacques, parce que c'est à Thomasin, c'est à Fort-Jacques, et c'est un bâtiment exceptionnel avec beaucoup d'histoire, beaucoup de lutte, beaucoup d'éducation qu'on a besoin de restructurer. Vous avez une très grande activité qui va se tenir cette semaine. Est-ce qu'on peut dire plus ou moins l'essentiel? Qu'est-ce qui va avoir lieu cette semaine-là? Je sais que vous êtes invité quelque part, vous avez une très grande activité d'importance. Vous voulez en parler avant de terminer? Française pour présenter les 2 livres. Il y a 4 ans de cela, j'ai présenté La Sirène et la Baleine et ils étaient vraiment intéressés. Ils ont beaucoup investi dans la publication de La Sirène et la Baleine. Et voilà, ils m'invitent encore à présenter Tissonson et aussi La Sirène et la Baleine. Alors, ce sera un après-midi avec une présentation de danse, de musique, avec des artistes de ma compagnie Afutaï. Et nous aurons une petite lecture de La Sirène et la Baleine ainsi que de Tissonson. Et puis, il y aura des classes de danse, des classes de tambour et il y aura de la conversation. Et voilà, ça se passera samedi, ce samedi de 1h à 5h. Et moi, j'aurais espéré que si tout le monde pourrait participer, même en ligne, pour voir cette activité, parce que ça me ferait plaisir de continuer à partager la culture haïtienne. À New York, peut-être vous inviter à présenter ces deux bouquins-là, et puis dans une atmosphère assez jouissive, où il y aurait la musique, la danse, etc., la peinture, disons, une sorte de bain culturel. Là. On passerait toute une journée à présenter des livres, etc., etc., à parler de culture. Ce serait très bien de faire la même chose à New York. Si vous recevez une invitation, est-ce qu'on pourrait peut-être le faire un jour? Je serai vraiment contente. Et là, vraiment, nous allons danser.
Oui, je serais vraiment contente de recevoir une invitation, de retourner à New York et de présenter les livres parce que moi, je ne présente pas seulement les livres, il y a toujours cette facette multiculturelle où la danse est inclue, le chant, l'expression artistique en elle est là. Donc, je serais vraiment ravie. Et New York, je pense que c'est l'endroit idéal pour présenter mes livres et aussi présenter mon talent artistique. Une sorte de championne, si vous voulez, de la multiplicité artistique, etc., etc. Et voilà pourquoi on serait très, très, très comblé si si vous rendiez visite à la Grosse Pomme et venir à New York, ce serait bien. Et ça nous rendrait peut-être un peu plus joyeux. Alors, Jenan, mille merci pour cette entrevue et surtout bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de succès pour l'activité, si vous voulez, de la semaine prochaine. Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec nous pendant au moins 60 minutes à peu près. Et à la prochaine. Voilà. Merci, Monsieur Lecomte, ça m'a fait plaisir. Merci à tous les auditeurs et les auditrices. Merci à tout le monde. Alors, à bientôt. L'amour, lumière, la paix.